Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir dans votre école. Je suis très touchée par ce que tu as lu, mon cher Pascal. Et je suis évidemment très heureuse d'avoir le plaisir aussi de vous présenter l'œuvre de Tommy Ungerer, que vous connaissez sans doute dans des très grandes lignes, bien que maintenant la belle exposition à la Fondation Folon soit une magnifique porte d'entrée, n'est-ce pas Stéphanie? Alors, bien sûr, moi je vais vous présenter l'œuvre de Tommy Ungerer, je vais essayer de vous présenter l'œuvre de Tommy Ungerer en tant qu'historienne de l'art, puisque c'est ma formation. Que je me suis spécialisée dans l'œuvre de Tommy Ungerer dès mon arrivée dans les musées de Strasbourg, et que j'ai fait évidemment des recherches dans ce domaine, puisque vous le savez peut-être, Tommy Ungerer, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressaient à creuser son œuvre. Alors, l'œuvre de Tommy Ungerer, elle est prolifique. Elle est prolifique, c'est pas une surprise pour vous sans doute. Et on pense aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sûr, on pense aujourd'hui qu'il y a environ 30 à 40 000 dessins qui ont été réalisés. Alors nous avons beaucoup de chance au musée de Strasbourg, puisque vous savez, Tommy Ungerer est un Strasbourgeois d'origine, né en 1931, et nous avons eu beaucoup de chance puisqu'il a fait don de 14 000 dessins depuis 1975 jusqu'en 2008. Et ce que Pascal ne peut pas savoir et que je vous livre un petit peu en avant-première, c'est que la famille Ungerer a décidé de faire un dernier don d'œuvres de Tommy cette année, donc en 2022, ce qui va porter à environ 15 000 donc le fonds existant des dessins. Alors à côté de ça, évidemment, des estampes, des affiches, des objets, des jouets, une collection importante de 1500 jouets également. Mais nous ne sommes pas les seuls à Strasbourg à conserver ce fonds, à conserver des œuvres de Tommy Ungerer, puisqu'il y a d'autres musées dans le monde, d'autres bibliothèques. Tommy Ungerer est quelqu'un qui a eu un instinct, je dirais, patrimonial très précoce, puisque arrivé aux États-Unis en 1957, il a commencé déjà à faire don d'œuvres originales à des bibliothèques. Donc il y a la Kerlan Collection à Minneapolis, et il y a surtout la Free Library à Philadelphie, qui conserve aujourd'hui plusieurs centaines de dessins originaux de livres pour enfants. Donc malheureusement pour nous, en Europe, eh bien, la plupart des originaux des Trois Brigands que vous connaissez tous sont là-bas. Et on en a deux au musée de Strasbourg. Le Wilhelmbusch Museum, que vous connaissez peut-être en Allemagne, a aussi quelques centaines de dessins. Il y a aussi le Stadtmuseum de Munich, qui a quelques centaines d'affiches de Tommy Ungerer, aussi suite toujours à des dons. C'est pour ça que j'insiste sur le côté l'instinct patrimonial de l'artiste. Alors, Tommy Ungerer, c'est quelqu'un qui a donc créé de manière prolifique. Je dessine ce que j'écris et j'écris ce que je dessine pour exprimer une idée avec clarté et concision. Voilà sa définition de son processus de création. Et c'est vrai que ces idées jaillissent automatiquement en grand nombre. On a beaucoup d'esquisses, beaucoup de variantes, beaucoup de croquis dans notre fond qui se distinguent donc entre dessins inédits et dessins publiés. Alors, ce qui surprend dans l'œuvre de Tommy Ungerer, immédiatement, d'emblée, c'est la diversité des styles et la diversité des techniques. En fait, il ne s'est jamais vraiment cantonné à un style comme pourraient le faire ou ont pu le faire d'autres artistes. Et c'est chaque fois qu'il aborde un nouveau registre, c'est comme s'il se lançait un défi à lui-même. Alors, dans cette profusion
il faut essayer, en tant qu'historienne de l'art ou historien de l'art, il faut essayer de dégager les grands axes. Et les grands axes, plutôt les grands registres, sont les suivants: le dessin de livres pour enfants, le dessin publicitaire, et l'affiche bien sûr, le dessin satirique et le dessin d'observation. Quid du dessin érotique, puisque ça fait partie de son œuvre, eh bien ce dessin érotique, il va, je dirais, exister pas seulement en tant que tel, mais être saupoudré dans la plupart des autres registres, vous allez le voir. Alors, le plus connu de ces registres, c'est bien entendu le livre pour enfants, du moins en France. Sa production s'élève à peu près à 70 livres. Il est l'auteur la plupart du temps des textes et des dessins. Parfois, il est simplement l'illustrateur. Et cette production s'étale depuis les Mélops, fonds de l'avion, qui est sorti en 1957 à New York, jusqu'au livre posthume, donc sorti en 2020, puisque Tommy Ungerer est décédé en 2019, Non-Stop. Ces livres ont été traduits de par le monde, évidemment, mais sans doute, je ne pourrais commencer ce propos sans mentionner les Mélops, dont vous avez ici une image. Et les Mélops, comme vous le savez, c'est une petite saga de 5 ouvrages sur une famille de petits cochons humanisés, qui est en fait une satire de la société, une société bien bourgeoise que Tommy Ungerer a connue par sa naissance dans une famille de constructeurs d'horloges mécaniques à Strasbourg. Et cette société bourgeoise, eh bien, elle prend toute son ampleur en France, dans un milieu aussi protestant. Et c'est de cette manière que Tommy Ungerer la transmet. C'est son premier livre sorti aux États-Unis, à New York, d'ailleurs où il a été critiqué parce qu'il avait un côté trop français, entre guillemets. Et chaque ouvrage, donc il y en a 5, chaque ouvrage se termine par cette image que vous avez devant les yeux de la maman Mélops qui apporte un gâteau à la crème à toute la famille réunie après tout un ensemble de péripéties, ce qui a bien entendu valu à Tommy Ungerer ses premiers ennuis avec les féministes américaines, puisque ça véhicule évidemment une image de femmes au foyer. Alors la satire va être présente dans la plupart des livres pour enfants de Tommy Ungerer. Elle l'est également, bien sûr, dans Les Trois Brigands. Alors, Les Trois Brigands, c'est un ouvrage qui est qui rompt avec les ouvrages précédents de par son style. Ici, on a un style plutôt japonisant. Tommy Ungerer travaille sur ces contrastes entre le noir et les couleurs franches. Les Trois Brigands, c'est l'histoire de Tiffany, qui est kidnappée par 3 voleurs. C'est un livre qui est paru en 1961, qui n'a pas du tout été accepté au départ par les éditeurs américains, par la grande éditrice new-yorkaise Ursula Nordstrom. C'est en fait un Allemand qui l'a édité dans sa première version. Ça a été repris ensuite par une maison d'édition new-yorkaise. Alors l'histoire se passe à la fois au Moyen-Âge et dans le monde contemporain, et le style en est assez caricatural, le dessin synthétique, les mises en page sont extrêmement étudiées et audacieuses, les formes sont très cloisonnées, comme vous le voyez un petit peu à la manière de l'art du vitrail. Les ouvrages pour enfants sont parus par la suite. Alors là, on est au milieu des années 60 jusqu'au début des années 70. Alors Tommy Ungerer, je vous rappelle, il a séjourné à New York entre 1957 et 1971. Ces années-là vont être une période significative de la production pour les enfants de Tommy Ungerer, qui semble n'avoir qu'un slogan, si je puis dire, c'est briser les tabous.
renverser ce qui est classique dans le livre pour enfants et aussi habituer le petit lecteur à la peur. C'est le cas par exemple du géant de Zeralda, qui est un autre titre très très connu de Tommy Ungerer, où il met l'accent sur la cruauté d'un ogre à l'aspect redoutable, armé d'un couteau sanglant. D'ailleurs, c'est assez étonnant que certaines éditions aient retenu dans leur titre le mot d'ogre, et d'autres l'ont soigneusement occulté, ce qui a donné d'ailleurs le géant de Zeralda. On peut penser, quand on voit le portrait de cet ogre, à la fois au personnage de Gilles de Rais, mais aussi à une espèce d'autoportrait de Tommy Ungerer. Avec l'apprenti sorcier, c'est une autre forme de peur qu'il travaille, c'est l'effroi devant tout ce qui est maléfique et diabolique. Et Tommy Ungerer nous livre une version tout à fait extraordinaire de ce poème de Goethe, qui a été évidemment l'objet et le sujet de beaucoup d'artistes. L'apprenti sorcier, nous l'avons vu, a été suivi par un ouvrage qui est assez peu connu, dont nous montrons aussi les originaux à la Fondation Folon, c'est Le Chapeau volant, l'histoire d'un vétéran de guerre, d'un mutilé de guerre, qui du coup permet à Tommy Ungerer d'explorer la misère sociale, l'injustice, l'intolérance. Ça va être ces grands thèmes dans son œuvre, qu'elle soit pour enfants ou pour adultes. La grosse bête de Monsieur Racine est aussi considérée comme un classique de Tommy Ungerer. On peut dire d'ailleurs que c'était l'ouvrage préféré de Tommy Ungerer, qu'il a d'ailleurs dédicacé à un autre grand du livre pour enfants, Maurice Sendak. Et que fait-il dans La grosse bête de Monsieur Racine? Eh bien, il va poursuivre sa satire du monde qui est le sien. Eh bien, cette fois-ci, c'est la critique de l'académisme universitaire, notamment scientifique, puisqu'il met en scène une bête qui est imaginée de toutes pièces par deux gamins, un peu dans l'esprit, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Wilhelm Busch, Max et Moritz. En fait, c'est une nouvelle version de Max et Moritz. Alors, il utilise pour ce faire la représentation de scènes brouillées, agitées, comme celle que vous voyez ici. Ah, pardon. Merci. J'étais un petit peu en retard dans mon PowerPoint. Et dans ces scènes donc très grouillantes, très agitées, on y voit l'influence d'un grand dessinateur français, peut-être un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Dubout. Et c'est aussi un théâtre dada auquel on assiste. Alors le texte qui, par exemple, accompagne cette scène, « Des actes inqualifiables furent commis », nous met tout à fait dans l'ambiance. En effet, les plaisanteries y sont parfois licencieuses, ne s'adressent pas forcément aux enfants. La grosse bête de Monsieur Racine est un modèle de ce qu'on peut appeler le comique grotesque. C'est probablement, effectivement, celui qui est le plus accompli, ou l'un de ceux qui est le plus accompli de Tommy Ungerer. Les histoires farfelues de Papaski, autre ouvrage un petit peu oublié du dessinateur, qui est paru en 1971 également, est un livre qui privilégie, quant à lui, l'élément de l'absurde. Alors l'élément de l'absurde, c'est un élément qui est assez courant, assez présent dans l'œuvre en général de Tommy Ungerer. Ici, il se place dans la lignée des comptines et des poèmes nonsense
de l'anglais Edward Lear. Absolument. Tout à fait. Et c'est une série de nouvelles, sans queue ni tête, avec comme héros des animaux humanisés. Le héros principal, les histoires farfelues de Papaski, en fait, n'existe pas. Et il n'apparaît quasiment jamais, ou presque jamais. La satire y est virulente. L'humour est acide, devient acide, presque sardonique. Et évidemment, Ungerer, comme à son habitude, critique la société de consommation. Alors, l'une de ces images, celle-ci que vous avez devant les yeux, montre un couple d'oiseaux qui s'appelle Monsieur et Madame Verdurin, en tout cas dans la version française, en train de couver un nid avec des œufs qui sont pourris. Évidemment, allusion directe à la société de consommation. Alors, l'autre originalité du livre va nous montrer un autre aspect de Tommy Ungerer, c'est la mise en valeur de la collection de jouets personnels de l'artiste, qu'il reprend ici comme motif dans son dessin des histoires de Papaski, un rouleau compresseur qui détourne évidemment de sa fonction initiale, sinon ce ne serait pas drôle. Un livre tout à fait atypique dans l'œuvre de Tommy Ungerer, qui est paru en 1973, alors que l'artiste était déjà parti au Canada, avait déjà quitté New York. Alors c'est un livre atypique, pourquoi ? Parce qu'il rompt avec cette tradition du livre pour les enfants qui doit être haut en couleur, il est en noir et blanc, il est travaillé à la mine de plomb. Pourquoi ? Eh bien, effectivement, il y a une bonne raison. C'est un peu un ovni, mais un ovni qui est autobiographique, puisque l'auteur parle de son enfance par l'intermédiaire de son héros, qui est un chaton, et qui se défend du trop-plein d'affectivité de sa maman, chatte, un peu comme Tommy Ungerer l'a fait quand il était enfant, vis-à-vis de sa propre mère, qui débordait d'affection envers le petit Tommy Ungerer. Alors, c'est une technique assez rare dans les livres pour enfants en général, et chez Tommy Ungerer, elle est très très ponctuelle, en tout cas dans ce domaine. Alors, Pas de baiser pour maman, il faut le savoir, a déchaîné les critiques en Amérique à sa sortie. Notamment en raison de ce que vous avez sous les yeux, qui va vous sembler tout à fait anodin, enfin qui nous semble à nous Européens tout à fait anodin, c'est la présence de la bouteille de schnapps sur la table du petit déjeuner, oui, du petit déjeuner familial. Alors il y a une autre image qui a beaucoup choqué les Américains, c'est que je ne montre pas là, enfin je ne pense pas. Non. C'est le chaton dessiné sur le siège des toilettes en train de tenir une brosse à dents. Au sacrilège pour l'hygiène. Un autre livre pour enfants qui est très très peu connu chez nous, puisqu'il n'a eu qu'une version anglaise, parue à New York, et une version en allemand, donc paru en Suisse, chez Diogenes Verlag, qui était le principal éditeur européen à l'époque de Tommy Ungerer, avant l'école des loisirs en France. Eh bien, c'est The Storybook of Tommy Ungerer, ou Tommy Ungerers Märchenbuch en allemand, où il s'amuse, comme Sendak à son époque l'avait fait dans les contes de Grimm, à revisiter les contes traditionnels. Ici, bien sûr, vous aurez reconnu le petit chaperon rouge que Tommy Ungerer alors revisite non seulement en dessin, mais qu'il réécrit carrément. Donc il réécrit l'histoire. Voilà. Et c'est la scène de la rencontre du petit chaperon rouge et du loup. C'est une scène qui n'est pas sans nous rappeler une image très connue de Gustave Doré,
évidemment. Et vous y reconnaîtrez certainement aussi cette ambiance un peu équivoque, cette atmosphère équivoque que le grand illustrateur du 19e y a instillée. Et c'est ce qu'on retrouve ici, dans cette scène de Tommy Ungerer. N'oubliez pas qu'à la fin du conte réécrit par le dessinateur, la petite fille, le petit chaperon rouge, va épouser le loup. Allumette est une autre version par Tommy Ungerer d'un conte. Allumette, c'est bien entendu La petite fille aux allumettes, le conte d'Andersen bien connu, mais cette fois, Allumette devient l'héroïne d'une fable contemporaine. C'est l'histoire d'une petite fille qu'on voit dans un milieu urbain, car des carcasses de voitures éventrées, des poubelles qui débordent, une usine ici, une usine, sans doute qui rappelle l'usine familiale de textile, l'usine non pas du côté paternel, mais du côté maternel des Ungerer. Alors, Ungerer ici a utilisé une palette de couleurs tout à fait particulière qui évoque un peu le style des dessins expressionnistes, des peintures expressionnistes d'entre les deux guerres. On y voit des teintes qui vont vers le vert jaune, parfois très cerné de noir. Un style donc tout à fait accru, satirique, accru, pour dénoncer la société de consommation et la classe bourgeoise. Les 20 années qui ont suivi ont vu l'apparition d'un certain nombre d'ouvrages. Ici, nous avons une image, par exemple, de Flix, où vous reconnaîtrez en silhouette à l'arrière-plan la cathédrale de Strasbourg. Trémolo, ou encore Otto, qui est resté sans doute l'un des sommets de la production pour la jeunesse de Tommy Ungerer. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que dans l'ensemble de ses livres, l'artiste y développe plus ou moins, de manière accrue, une veine satirique. Et cette veine satirique, nous allons la retrouver dans le dessin publicitaire et l'affiche. Parallèlement à la production pour la jeunesse, et c'est d'ailleurs aussi l'une de ses passions les plus anciennes, il s'est livré au dessin pour la publicité. Cette affiche, il n'avait pas un cahier Corona, a été dessinée très tôt, et alors qu'il était encore étudiant à l'école des arts décoratifs à Strasbourg. À l'époque, il travaillait pour des entreprises locales et le cahier d'école Corona était produit par une entreprise qui s'appelait la papeterie Schwindenhammer. Alors, on y voit la leçon d'un grand affichiste, Savignac, puisque Tommy Ungerer a eu comme modèle à la fois un affichiste français et aussi un affichiste suisse qui était Herbert Leupin. Vous connaissez le slogan, on va dire, de Savignac, provoquer un choc visuel, le gag visuel. Et ça, c'est quelque chose que Tommy Ungerer va continuer à travailler et à utiliser tout au long de son art publicitaire. Évidemment, ce n'est pas la France. Alors là, nous rejoignons le parcours de Folon. Ce n'est pas la France qui va reconnaître Tommy Ungerer dans ce domaine, ni d'ailleurs dans les autres, c'est New York. Et effectivement, à son arrivée à New York en 1957, les agences de publicité vont, on va dire, se jeter sur ce jeune dessinateur fraîchement débarqué de France. Et l'une de ses plus grandes campagnes publicitaires va être celle qu'il réalise pour The New York Times, dont vous avez ici un très très bel exemple. Malheureusement, nous n'avons pas pu présenter ces affiches à la Fondation Folon parce que
franchement, elles sont trop grandes, elles sont d'une dimension énorme, puisqu'elles étaient normalement destinées au subway. Donc, le New York Times fait tomber les masques. Voilà le slogan dont je tiens à préciser que Tommy Ungerer n'en était pas l'auteur et qu'à cette époque, il illustrait les slogans qu'on lui présentait. Cela dit, il a quand même été l'inventeur d'un slogan qui lui est resté, collé à la peau. Expect the unexpected, attendez-vous à l'inattendu, qu'il a créé d'ailleurs pour la loterie new-yorkaise. Alors, l'une de ses campagnes publicitaires les plus percutantes, on va dire, c'est l'affiche qui était destinée à l'ouverture d'un complexe en 1967 de boutiques appelé Truc. D'après le slogan « Truc is stranger than fiction », Tommy Ungerer va nous livrer une nouvelle version de La Dame à la licorne. Puisque vous savez que les licornes ne s'est laissé approcher que de femmes vierges dans la mythologie, et ici on peut bien imaginer que cette dame au bas rouge, au talon haut, avec un nœud dans les cheveux, elle commence à traire l'animal mythique, et d'ailleurs vous voyez aussi les yeux exorbités de l'animal mythique qui se rend compte ou ne se rend pas compte de ce qui se passe. Stupéfaction de la licorne. Tommy Ungerer part de New York en 1971, s'installe au Canada, et au Canada, un homme essaye de le convaincre de refaire de la publicité, alors que Tommy Ungerer ne voulait plus du tout en entendre parler. Et cet homme, c'est Robert Pütz. Robert Pütz, qui est un publiciste allemand dans la région de Cologne. Il va réussir à le convaincre, et je pense que ça va être le départ pour Tommy Ungerer de sa carrière de dessinateur publicitaire en Europe. Je ne peux pas vous citer toutes les publicités ou toutes les campagnes qu'il a illustrées. En tout cas, en voici un exemple pour un magazine de décoration qui s'appelle Das Haus, la maison en allemand, où il va utiliser de manière assez récurrente le thème des ciseaux, puisque dans ce magazine, on peut découper des coupons. Évidemment, vous reconnaîtrez ici aussi une allusion au film Les oiseaux de Hitchcock. Une autre campagne publicitaire qui a beaucoup marqué les esprits en Allemagne dans les années 1970, c'est une campagne pour une fabrique de couleurs, une imprimerie, du côté de Cologne également. Alors le slogan en était, le visuel en était l'arc-en-ciel, et le slogan ici, Der Regenbogen weckt die Fantasie ungeheuer, ce qui veut dire l'arc-en-ciel réveille la fantaisie de façon formidable, mais il faut savoir que ungeheuer a un double sens, signifie également monstrueux. Donc il n'a suffi à Tommy Ungerer que d'illustrer quelque part ce double sens en inventant un personnage chevauchant un monstre du Loch Ness. Bonduelle est sans doute la campagne qu'on va retenir de cette époque, donc années 70 en Allemagne. La branche allemande de Bonduelle commande à Tommy Ungerer une campagne publicitaire, et nous allons retrouver ici le motif du dessin-collage, le procédé du dessin-collage cher à l'artiste. Alors, la satire, on en a parlé en filigrane du livre pour enfants, en filigrane de l'affiche et du dessin publicitaire, mais bien entendu, il existe un registre dans l'œuvre de Tommy Ungerer qui est celui, au sens strict du terme, des dessins satiriques. Alors, c'est quelqu'un qui a évidemment été imprégné à la fois des dessinateurs satiriques français,
mais également des dessinateurs satiriques allemands. Je pense notamment à la revue Simplicissimus. Et puis, eh bien, je ne peux pas ne pas évoquer le grand Saul Steinberg, que Tommy Ungerer a connu en feuilletant des revues au Centre culturel américain à Strasbourg. Esquire, Holiday, Life, Look, Show, Fortune, et bien sûr, The New Yorker. On y voit évidemment son influence ici, dans ce dessin paru très tôt, en 1958, dans la revue Esquire, où l'on voit la Statue de la Liberté en flammes, qui laisse échapper une épaisse fumée, provoquant évidemment l'arrivée des pompiers, et qui est une critique de la démocratie américaine. Dans le même esprit, les dessins collages qui sont parus dans un livre édition américaine Horrible, édition allemande Weltschmerz, là on est en 1960, où il dénonce le monde moderne, et qui est un de ses thèmes favoris, donc grâce à la technique du dessin collage, hérité évidemment des surréalistes. Avec la reproduction photographique d'un tableau que vous avez peut-être reconnu, qui est un tableau de Prudhon, l'enlèvement de Psyché, il l'associe au dessin d'un pilote à bord de son avion. Et il fait un parallèle entre les temps anciens, considérés comme un âge d'or, et la civilisation des temps modernes. Même sujet, évidemment, pour cette cantatrice, cette chanteuse d'opéra de Wagner. La critique sociale va être le sujet de plusieurs ouvrages qui vont paraître à New York dans les années 1960. Et notamment ici, Der Herzinfarkt. Alors le titre est en allemand parce qu'il n'a pas réussi à être édité à New York, mais chez Diogenes Verlag en Suisse, où Tommy Ungerer nous décrit, ou nous dépeint l'ambition effrénée des businessmen de New York. The Underground Sketchbook est un autre ouvrage paru à cette époque, très centré sur la relation homme-femme, mais aussi sur la politique et le monde des affaires. Alors, on y voit aussi ce thème, ce motif, qui va être récurrent dans l'œuvre de l'artiste. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était le fils, le petit-fils, aussi l'arrière-petit-fils de constructeurs d'horloges mécaniques et d'horloges astronomiques. Et c'est quelque chose qui va le poursuivre, puisque Tommy Ungerer va toujours être fasciné, va se montrer fasciné par les mécanismes, par les rouages, par les mécanismes et les rouages de la vie, et par ceux du temps également. Les automates, bien sûr, ceux qu'il admirait dans l'atelier familial que son père fabriquait. Le ton devient mordant dans un livre qui est sans doute l'un des sommets de l'œuvre de Tommy Ungerer, The Party, dont vous pourrez voir plusieurs originaux dans l'exposition à la Fondation Folon. Alors une soirée mondaine en français, bien sûr, satire de la High Society new-yorkaise, sortie en 1966, et qui fait une critique mais acerbe de cette couche sociale de l'Amérique, de New York. The Party, je vous disais, est considéré comme l'un des sommets de l'œuvre graphique de Tommy Ungerer, qui puise ses inspirations non seulement dans le trait de Saul Steinberg, mais aussi dans ceux des expressionnistes, que ce soit Otto Dix ou George Grosz. Symptomatique, c'est un ouvrage qui est sorti en 1983, qui travaille beaucoup, ou qui réfléchit beaucoup sur la satire de la société, mais pas seulement,
sur aussi les dangers, les risques de la modernisation. Et on va retrouver l'ambiguïté de Tommy Ungerer devant les mécanismes, devant le motif des mécanismes. Enfin, Babylone, qui est un des ouvrages sans doute les plus durs de l'œuvre de Tommy Ungerer, sorti en 1979. Alors en 1979, Tommy Ungerer a quitté le Canada où il vivait depuis quelques années pour l'Irlande où il s'est posé et où il a fondé sa famille. L'esprit de persiflage qui était de mise à l'époque new-yorkaise n'est plus présent ici. On assiste peut-être à un recul de la part de Tommy Ungerer qui se pose maintenant véritablement en moraliste. Et c'est un ouvrage dont la brutalité est accentuée par le graphisme, puisque Tommy Ungerer s'est référé à Daumier dans cet ouvrage et a utilisé des crayons gras pour ses dessins, rappelant le crayon lithographique évidemment de son prédécesseur. Friedrich Dürrenmatt, le célèbre dramaturge suisse, a qualifié ces images de hiéroglyphes de la terreur. Alors celle-ci, Alle Vögel sind schon da, d'après le titre d'une chanson populaire allemande extrêmement connue qui annonce l'arrivée du printemps, montre un oiseau squelettique nourrissant ses petits avec des écrous, évidemment une critique acerbe de la modernité et présage une apocalypse. Alors justement, le thème de la guerre va être un thème omniprésent dans l'œuvre satirique de Tommy Ungerer. Vous savez sans doute, son enfance et sa jeunesse ont été marquées par la Seconde Guerre mondiale. Comme le montre ici cette page d'un journal de guerre dessiné en 1943 par le jeune Tommy Ungerer, on y voit déjà le motif de la mort. Il va développer ce thème de différentes manières et surtout dans différents registres. Même l'affiche porte ce thème, puisque vous avez ici le projet de l'affiche pour le film Dr. Strangelove de Stanley Kubrick en 1964. On est en pleine guerre froide, hein, le film vraiment porte ce sujet, mais malheureusement Stanley Kubrick ne va pas choisir cette image qui pourtant est extrêmement percutante, si je puis m'exprimer ainsi. Et évidemment, la grande campagne publicitaire, on ne peut pas dire publicitaire, mais de posters of protest, d'affiches protestataires politiques, que Tommy Ungerer va dessiner sur le sujet de la guerre du Vietnam, à la demande de l'Université de Columbia, mais que l'Université de Columbia va décliner en raison de sa virulence et de sa violence. Il en a réalisé plusieurs, 7 au total, qui finalement vont être édités à compte d'auteur. Ici, vous avez Heath, qui réfléchit sur le mythe de Chronos, hein, revisité. Mais vous avez également Give, qui est une image d'une actualité incroyable, toujours criante. Les images de la guerre du Vietnam ne font finalement chez Tommy Ungerer que réactualiser son traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un livre qui s'appelle Rigor Mortis, qui est comme un espèce de recueil de danses macabres, pour lequel Tommy Ungerer a réalisé des images, d'ailleurs qui sont restées inédites, qui n'ont pas été publiées dans cet ouvrage, et où ressort ce traumatisme de la guerre revécu par la guerre du Vietnam.
Vous avez ici une des images les plus fortes, sans doute, de cette série qui a été réalisée par Tommy Ungerer à la fin des années 1970. Bête noire, c'est sans doute ce qui résume l'engagement de Tommy Ungerer contre toute forme de violence, de guerre, de fascisme. C'est un dessin qui a été réalisé dans les années 1990, sans doute à l'époque où le néonazisme refaisait surface en Allemagne. Mais également le ségrégationnisme racial est un des sujets pour lesquels Tommy Ungerer se bat dans ses dessins à l'époque des États-Unis, dans les années 1960, à l'époque des Civil Rights, édictés par le président Johnson. À sa manière aussi, puisque dans cette affiche, il semble mettre dos à dos les deux camps, hein, le blanc et le noir. Un peu à la manière, évidemment, tout à fait détournée de cette affiche de Savignac pour les peintures astrales, où Savignac dessinait deux personnages, tête bêche, se peignant mutuellement. Passons un peu, quelques motifs récurrents dans l'œuvre satirique de Tommy Ungerer en revue. Bien sûr, la femme en fait partie, elle est omniprésente. Ce thème est omniprésent dans ses dessins satiriques, érotiques également, les rapports conflictuels notamment qu'elle entretient avec l'homme. Vous savez, c'est un thème traditionnel chez les caricaturistes depuis le Moyen-Âge et la Renaissance. Vous avez ici une transposition contemporaine à Tommy Ungerer d'un vieux motif que même Baldwin Green, en son temps, avait déjà illustré, celui de la courtisane Phyllis, qui chevauchait, qui avait dompté le philosophe Aristote et qui le chevauchait. Ou bien cette illustration d'un des présupposés défauts de la femme, voilà, dans The Underground Sketchbook. La critique de Tommy Ungerer se fait plus précise et plus pointue encore envers la femme américaine, comme le montre ce dessin qui a été édité dans un livre qui s'appelle America, où on voit ce personnage qu'il aurait abordé dans la rue. Alors c'est un des rares portraits que Tommy Ungerer a fait. Elle l'aurait abordé dans la rue en lui demandant d'aller raser sa barbe, puisqu'il portait à l'époque un collier. Et puis, encore dans The Party, ces deux femmes qui illustrent très bien, ce dessin qui illustre très bien une métaphore de langue de vipère. C'est une métaphore visuelle à laquelle, de temps en temps, Tommy Ungerer avait recours dans son œuvre satirique. La femme américaine est aussi, pour lui, la cause de la dissolution des familles, des valeurs familiales. On le voit ici dans cette manifestation menée par des enfants, We Want Mothers. Et enfin, la femme a un rôle prédominant dans le thème de la mort chez Tommy Ungerer. Vous savez que c'est un thème omniprésent également, comme le temps. Tommy Ungerer va travailler sur le couple de la femme et de la mort, vieux thème aussi du Moyen-Âge et de la Renaissance. Le classicisme du dessin d'observation va apparaître un peu comme un havre de paix après ces images de satire de Tommy Ungerer. Nous avons ici des animaux, un animal domestique qu'il pouvait observer quotidiennement, son chat, à l'époque où il vivait au Canada, ou alors un de ses enfants pris
sur le vif, croqué sur le vif, et on voit combien Tommy Ungerer, avec très très peu de moyens, une grande économie de moyens, arrive à restituer la vivacité de ces figures, de ces personnages. Cependant, le dessin d'observation peut revêtir aussi un aspect différent, et notamment un aspect satirique, puisque on le voit dans ce dessin qui a été réalisé dans les années 1970 en Nouvelle-Écosse, au Canada. Tommy Ungerer, dans Slow Agony, oppose culture et nature. Alors, ces quelques exemples que je vous ai montrés sont assez flagrants. Tommy Ungerer est quelqu'un qui nous a livré une vision critique du monde, avec des moyens d'expression qui sont parfois aux antipodes, livres pour enfants, dessins d'observation, affiches, dessins publicitaires. Se caractérise toujours par un certain goût du paradoxe, aussi par un sens de la dérision, et c'est ce qui d'ailleurs le relie à des prédécesseurs d'origine rhénane comme lui. Je pense notamment à Gustave Doré, je pense à Jean-Hans Arp aussi. Et se pose toujours la question, avec Tommy Ungerer, de ses partenaires contemporains. Et notamment, évidemment, ici, Follon. C'est toujours, je disais, toujours très périlleux d'oser quoi que ce soit de comparatif entre deux grands artistes. Et c'est la raison pour laquelle je ne m'y risquerai absolument pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a utilisé le terme de dialogue. Entre Ungerer et Follon, alors j'aime beaucoup cette expression que Frédéric Pajac, l'éditeur et auteur Frédéric Pajac, a utilisée, ce sont deux forçats du dessin. Vraiment deux forçats du dessin. Il existe évidemment des points de convergence, que nos expositions conjointes au musée Tommy Ungerer à Strasbourg de Follon et à la Fondation Follon d'Ungerer ont mis un peu en avant. Hein. Mais il ne s'agit pas ici de se livrer à des affirmations, mais plutôt d'esquisser quelques pistes de réflexion. Alors, la première serait autour du style de ces deux artistes. Le style de ces deux artistes, pour l'Alsacien, baigné d'une double culture, française et allemande, pour le Belge, qui a découvert dans son enfance l'art grâce à la peinture de Magritte, le contexte du dessin américain et de Saül Steinberg, évidemment, en particulier, qu'ils ont d'ailleurs découvert tous les deux à peu près à la même époque, dans les années 50, a été une vraie découverte. Ils le perçoivent cependant de manière très différente, parce que Follon constate: je ne peux pas dire que quelqu'un m'ait influencé, parce que tout le monde m'a influencé. Il n'en est pas de même, au même titre d'ailleurs de ce qu'il va dire d'un Paul Klee. Ungerer, en revanche, décrit précisément la façon dont Steinberg l'a influencé. Saül Steinberg m'a vraiment appris à complètement rationaliser, à distiller une idée pour parvenir, grâce à une économie du trait maximal, à en exprimer la quintessence. Alors, quoi qu'il en soit, quelle que soit leur perception à tous les deux, c'est une véritable leçon graphique qu'ils ont prise et qu'ils ont retenue du cartooniste du New-Yorker. Ils lui empruntent à la fois ce qu'on appelle le one-line drawing, c'est-à-dire ce tracé linéaire continu à l'encre de Chine, mais aussi la rationalisation de l'idée, la rationalisation du dessin.
Folon a fini par se désintéresser de ces dessins, de l'emprise aussi de Steinberg dans les dessins qu'il a réalisés dans les années 60, puisqu'il est passé à autre chose, il est passé à la couleur. Ungerer aussi est passé à un moment donné à autre chose, bien que le style de Steinberg ressurgisse de temps en temps dans son œuvre. Tout comme Ungerer, Folon a fait preuve d'une curiosité inlassable. Ils ont expérimenté tous les deux de nombreuses possibilités, de nombreuses techniques, aquarelle, lavis d'encre de crayon de couleur, gouache, dessin collage, etc. Ce sont deux artistes qui se sont détachés de leur modèle initial. Il y a une autre piste de réflexion qui concerne cette fois les thématiques. Alors, bien entendu, ce sont deux artistes qui se sont sentis extrêmement concernés par l'actualité de leur temps, de leur époque. Ils ont été interpellés par des sujets de satire sociale, de satire politique. Folon s'est tout particulièrement intéressé à la place de l'humain dans son environnement. D'ailleurs, il a créé dans ce but un personnage qui est devenu fétiche et qu'il fait évoluer dans un univers déshumanisé. Les dessins de Folon révèlent aussi une ambiguïté pour certains sujets, notamment le sujet des mécanismes, comme Tommy Ungerer d'ailleurs. Et puis, enfin, leur époque, la politique de leur époque. Moi, j'ai découvert avec vraiment grande surprise, parce que, comme beaucoup, je ne connaissais l'œuvre de Folon que pour certaines réalisations, certaines productions, on va dire. Et j'ai découvert avec vraiment grand étonnement ces dessins politiques, notamment contre la guerre du Vietnam. Pas seulement, aussi sur le nucléaire, sur la guerre froide, à l'époque de la guerre froide. Et je dirais que ici, ce qui relie Tommy Ungerer et Folon, eh bien, c'est leur expérience de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont à peu près contemporains. Tommy Ungerer était né en 1931, Folon en 1934. Ils ont vécu leur jeunesse pendant la guerre. Et j'aimerais bien répéter ces mots de Folon. Je hais la guerre, l'armée, l'injustice. Tout comme Ungerer aurait pu très exactement le dire. Et c'est sans doute pour cette raison que et Folon et Ungerer se sont engagés tous les deux de manière aussi forte contre toutes les formes de violence, de totalitarisme, et notamment le nazisme. Je vous livre cette magnifique image de Folon qui m'a vraiment beaucoup impressionnée et qui est présente dans notre exposition à Strasbourg. Et puis je terminerai cet exposé avec les mots de Frédéric Pajac. Aujourd'hui, Folon et Tommy ne sont plus là pour nous enchanter ou nous provoquer, mais leur œuvre demeure. Elle bonifie, elle persiste durablement. Ils nous lancent encore et pour longtemps leurs caresses et leurs coups de poing visuels. Merci beaucoup.